Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être présent pour cette formation qui est consacrée à la France-Afrique. Ce matin, j'avais abordé la question du Congo en soulignant que la question du Congo était une question de type impérialiste. Celle de la France-Afrique également, mais de manière différente. J'ai toujours eu une sorte de rêve dans ma vie, c'est de faire une conférence en commençant par dire le sujet de la conférence c'est ça, et puis de partir. Un peu comme lorsqu'on fait une copie, qu'est-ce que le culot c'est ça, et puis on rend la copie, et puis voilà. Parce qu'effectivement, cette fiche de couverture de la conférence, elle résume en soi la France-Afrique. Théoriquement, une fois que j'ai montré ça, il n'y a plus rien à dire. Il y a une photo et un plan. Sur la photo qui a été prise il y a à peu près 2 semaines, vous voyez le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'un de ses associés consultants en face de François Hollande et d'autres dirigeants français. Les dirigeants français ont tous un dossier dans la main, ils ont étudié la question, ils sont prêts, ils sont préparés. Et côté africain, le conseiller du président pianote nerveusement sur son smartphone, tandis que le président est un peu bravalant, comme s'il venait finalement sans avoir préparé quoi que ce soit. Et je crois que cette question, cette image, elle est tout à fait symbolique de ce que c'est la France-Afrique. C'est un rapport d'inégalité et un rapport de domination symbolique particulièrement puissant. La deuxième image, c'est un extrait du plan d'une capitale africaine, Niamey, qui est la capitale du Niger. Le Niger qui est considéré comme l'un des 3 pays les plus pauvres du monde selon les classements officiels et qui possède pourtant énormément de richesses. Quand vous allez à Niamey, pour aller de la place de la République à la place des Martyrs, vous prenez une avenue qui s'appelle l'avenue de l'Uranium. Et vous arrivez à un rond-point qui s'appelle la place des Nations Unies, qui est traversée de part en part par l'avenue François Mitterrand, et qui a depuis donc à la place des Martyrs, autrement appelé rond-point John Kennedy. Quand vous prenez l'avenue de l'Uranium, tout au départ, vous avez la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui gère le franc CFA. Un peu plus loin sur votre droite, vous avez Areva Mine Niger. Juste avant de passer à Areva, vous avez le ministère des Finances. Et en face de Areva Mine Niger, vous avez la mission commerciale chinoise. Voilà. Donc je crois que ces deux images sont extrêmement fortes d'un point de vue symbolique pour expliquer qu'est-ce que la France-Afrique. C'est un rapport de domination global, systémique, symbolique, qui se répercute dans un certain nombre d'endroits. Et tout cela, c'est pour vous montrer que rien que le simple fait de vouloir changer les noms des rues, des places, des monuments dans les anciennes colonies françaises peut être passif de peine d'emprisonnement. C'est arrivé à un certain nombre de militants, ça arrive chaque jour, des personnes qui demandent tout simplement à ce que les lieux dans lesquels on vit ne soient plus souillés de la mémoire de ceux qui ont colonisé et martyrisé leurs ancêtres. Alors, qu'est-ce que la France-Afrique? C'est une transition qui va donc de ce qui était l'empire colonial de la France au précaré. Il faut savoir que la France noire s'est construite donc, dans la lignée de l'esclavage à partir d'un certain nombre de territoires, donc les Antilles, donc la Martinique française depuis 1635, en même temps à peu près que les premières communes du Sénégal comme Oudé et Saint-Louis. Libreville, cette ville créée au moment où on abolit entre guillemets l'esclavage pour ramener donc, les Africains libérés. Le cas de Madagascar aussi qui est très important. Et de Madagascar jusqu'à la Kanaki, dont on parlait ce midi avec un camarade, et qui est aussi un point stratégique. Cet empire colonial, il a été marqué par
deux traumatismes parmi d'autres. Le premier, c'est l'indépendance d'Haïti, qui est la première décolonisation de l'histoire de France. Décolonisation qui s'est faite par une guerre d'indépendance et par la violence. Et un autre épisode qui renvoie à l'antagonisme des impérialismes, qui est la rencontre de Fashoda, lorsque une colonne française croise une colonne britannique au niveau de cette ville qui correspond à la région du Soudan d'aujourd'hui. Donc cet empire colonial va connaître en fait une évolution au moment donc, de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il va être mis à contribution pour libérer la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, Félix Éboué, qui a été le premier à se mettre du côté des résistants et notamment du côté du général de Gaulle, à l'heure où la quasi-totalité des gouverneurs français dans les colonies étaient déjà en train d'apprendre à parler allemand parce qu'ils étaient persuadés qu'on était fini de la France. Donc ce sont ces troupes noires qui vont participer en grande partie à la libération du pays dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui vont être remerciés de la manière la plus ingrate. D'une part, en voyant leurs soldats qui réclamaient leur solde être mitraillés en pleine nuit dans le cas du camp de Tiaroy au Sénégal, des soldats, des tirailleurs sénégalais, comme on les appelle, qui réclamaient leur solde et qui vont recevoir en compensation de la grenaille dans la cour. Et cette même année 1944, une conférence à Brazzaville, qui était à l'époque la capitale de la France libre, la capitale de la France, en tant que telle, où le général de Gaulle explique qu'il est hors de question de penser l'indépendance des colonies dans un futur proche. En 1945, le franc CFA est créé, donc une monnaie qui va symboliser donc, cette dépendance éternelle, voulue comme éternelle entre la France et ses anciennes colonies. Et un an plus tard, on passe donc à la 4e République avec un modèle de l'Union française où on va décider de donner aux représentants, aux populations africaines la possibilité d'élire un certain nombre de représentants politiques dans le cadre des assemblées territoriales. En même temps, en 1946, se met en place un mouvement politique qui s'appelle le Rassemblement démocratique africain, qui était de tendance panafricaine au départ, et qui va être progressivement noyauté et court-circuité, et dont le principal dirigeant, Félix Houphouët-Boigny, va être 13 ans plus tard le premier à lancer ce terme, ce concept de France-Afrique, en faisant référence aux relations qu'il voulait bonnes entre la France et ses anciennes colonies, à la veille des indépendances qui se préparaient à cette époque. Donc tout le système de la France-Afrique qui va se construire donc, dans la fin des années 50 principalement, à partir d'un certain nombre d'accords, de traités, de pressions et de violences, s'inscrit dans l'idée de garder le pouvoir sans s'exposer. C'est-à-dire comment faire en sorte de confier le pouvoir politique à des élites africaines qu'on aura formées dans un système assimilationniste pour qu'elles puissent faire le travail pour la France dans les meilleures conditions possibles et préserver les intérêts de ce précaré français par rapport à d'autres impérialismes, notamment l'impérialisme américain, l'impérialisme de Moscou, mais également les Britanniques. Donc il y a une volonté très claire de verrouiller tous les accès aux anciennes colonies françaises à d'autres types de puissances. C'est en cela que le néocolonialisme français, il a de manière paradoxale une nature contre-impérialiste, mais il est en réalité un impérialisme extrêmement bien sophistiqué. Il est sophistiqué puisqu'il s'appuie à la fois sur la manière douce, donc on va promouvoir des élites tout à fait respectables dans la nomenclature internationale, des dirigeants comme Léopold Sédar Senghor, comme Félix Houphouët-Boigny, qui représentent le modèle de l'assimilation, et en même temps les dirigeants qui avaient des velléités indépendantistes, nationalistes, vont tous être réprimés par la force, que cela soit dans le cas de l'Algérie bien évidemment, mais également donc à Madagascar, au Cameroun où il y aura une guerre de génocide dès le milieu des années 50, également en Côte d'Ivoire où Félix Houphouët-Boigny va faire le ménage dans l'opposition ivoirienne, avant donc le fameux vote du référendum de 58, où la Guinée de Sékou Touré va carrément dire non à la France et devenir donc indépendante de facto. Au moment où la Guinée devient indépendante avec Sékou Touré, c'est tout l'artifice qui va s'écrouler. Par conséquent, les Français vont réfléchir à comment donner l'indépendance aux autres États africains avant que dans le... Oui, avant que dans le cas des luttes progressistes qui sont menées sur le continent africain, les tendances indépendantistes ne l'emportent sur les tendances réactionnaires. Donc le don de l'indépendance, l'octroi de l'indépendance va être spécifiquement calculé, et c'est pour cela que dans le cas de ce qui est l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française,
vous avez des dates qui sont très particulières. Le 1er août, le 3 août, le 5 août, le 7 août, pour le Bénin, la Haute-Volta de Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire, les indépendances, les 11, 13, 15, 17 août pour les pays d'Afrique centrale, donc le Tchad, le Gabon, le Congo et la République centrafricaine. Pourquoi un jour d'écart entre ces deux dates? C'est tout simplement le temps qu'il fallait à l'envoyé de la France pour aller d'une ville à l'autre. Donc tout le calendrier a été bâti de cette manière-là, pour décoloniser en une semaine la quasi-totalité des colonies françaises et faire en sorte que les régimes qui s'installent à cette époque-là soient des régimes liés. Donc vous avez la carte de l'Empire colonial français tout en haut à droite. En dessous, vous avez une carte où le général de Gaulle reçoit à l'Élysée les chefs d'État africains de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso d'aujourd'hui, du Bénin et du Niger. Donc on a déjà ce lien d'allégeance qui se fait autour de la figure du général de Gaulle, qui explique le fait qu'un certain nombre de dirigeants africains vont s'inscrire dans une démarche un peu gaulliste, c'est-à-dire des régimes forts, des régimes présidentiels et des régimes également qui sont liés à la défense des intérêts de la France, dans le cas de l'obstruction à un autre mouvement qui se mettait en place à cette époque-là, qui était le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité des États africains. Celui qui va symboliser, le couple qui va symboliser réellement cette dimension france-africaine, c'est le couple entre Félix Houphouët-Boigny, qui sera le premier président de la Côte d'Ivoire, et Jacques Faucard, qui sera le Monsieur Afrique de l'Élysée pendant un certain nombre d'années, et qui avait commencé par faire fortune dans l'import-export de la banane notamment, avec la Martinique, et qui est donc le descendant de ces fameux colons béliers qui avaient déjà fait leur fortune sur le dos du travail des Africains, travail gratuit et travail esclavagiste. Donc ce couple, Félix Houphouët-Boigny et Jacques Faucard, il est aussi à l'origine de la manière dont la France-Afrique va s'inscrire encore une fois dans le paysage, puisque ceux qui peuvent le voir, il y a tout en bas à droite une carte qui représente le plan d'une partie de la ville d'Abidjan. Et donc vous pouvez y voir très clairement, enfin c'est un peu caché, mais tout en bas à droite vous avez l'aéroport. De l'autre côté vous avez la garde républicaine et la présidence. Et bien évidemment entre la présidence et la garde républicaine et l'aéroport, vous avez l'immense base militaire française. Dès les indépendances, place des bases militaires françaises, place des intérêts français dans des endroits stratégiques, de telle manière à ce que tout soit court-circuité. Et quand vous allez dans cette zone d'Abidjan, pour traverser la lagune, vous avez deux ponts qui se font face, le pont Félix Houphouët-Boigny et le pont du général Charles de Gaulle. Donc tout est inscrit de manière symbolique dans l'imaginaire, dans le quotidien, dans l'espace, donc si bien qu'on a vraiment une géographie de la France-Afrique qui est assez exceptionnelle et qui se traduit également dans la toponymie des noms de pays. Par exemple, on a des territoires qui avaient d'autres noms et qui se sont retrouvés, en fait, qui ont gardé finalement l'appellation coloniale. D'autres qui ont changé de nom. Mais à chaque fois, ces éléments-là sont stratégiquement pensés. Par exemple, le seul pays africain qui a pris son indépendance, qui a obtenu l'indépendance de la part de la France, tout en gardant le nom d'un royaume africain, c'est le Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin. Tout simplement parce que dans l'histoire de la colonisation de ce pays, le Dahomey, il y avait une résistance farouche, à tel point que les Français étaient persuadés que s'ils enlevaient le nom du Dahomey, ils risqueraient d'avoir un soulèvement qui poserait beaucoup de problèmes. Donc on a aussi gardé des outils symboliques pour maintenir les populations dans des semblants d'indépendance, dans des semblants de souveraineté. Alors la France-Afrique, plus précisément, c'est ça. C'est un peu de choses près, exactement ça, ce schéma qui vous est présenté. Vous avez tout en haut ce que j'appellerais donc les commanditaires, qui se déclinent en plusieurs éléments, donc la cellule africaine de l'Élysée. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que Mobutu était soutenu par les Américains, mais qu'il était surtout le pion des républicains contre les démocrates, en évoquant donc, ces deux courants qui se combattent. Et c'est un peu pareil dans le cas de la cellule africaine de l'Élysée, c'est-à-dire que vous avez une France-Afrique de droite et une France-Afrique de gauche, et que les points stratégiques de cette cellule africaine sont tenus par des personnes qui sont, grosso modo, de manière éternelle, d'extrême droite. Donc cela ne change pas grand-chose dans le fond. On est dans une continuité, et en dessous de cette cellule africaine de l'Élysée, qui travaille de manière totalement autonome, on a donc les multinationales et les partis politiques, étant donné que les multinationales ont des intérêts sur le continent africain, les multinationales françaises, des parts de marché qu'elles souhaitent à tout prix préserver, des monopoles également qu'elles souhaitent étendre,
et les partis politiques qui, du fait des allégeances qui ont pu se faire au moment des indépendances, ont construit des filiations qui leur permettent de bénéficier de la rente, de l'évasion fiscale, de la fraude, de la corruption, et de se financer sur un certain nombre de campagnes aujourd'hui, notamment dans les élections françaises. En dessous de ces deux échelles, vous avez une autre échelle qui est moins visible, qui correspond aux différentes obédiences et loges maçonniques, qui correspondent tout simplement à des rapports de proximité personnelle, à des liens de famille qui se créent entre la classe dirigeante africaine, la bourgeoisie comprador africaine et la bourgeoisie française. Donc ce sont des groupes qui se connaissent, qui se rencontrent, qui ont leur lieu de discussion, qui ont leur lieu de débat, qui ont souvent des relations matrimoniales et festivalières assez importantes. Et ces trois niveaux correspondent en fait au niveau des commanditaires. Les commanditaires s'appuient sur une autre cellule stratégique qui correspond en fait aux architectes. Au niveau des architectes, vous avez le ministère de la Défense qui apporte donc tous les moyens stratégiques, les moyens opérationnels qui permettent en fait à la France de peser sur un certain nombre de régimes. Vous avez Bercy, donc le ministère des Finances, à travers notamment le contrôle de la circulation monétaire du franc CFA et d'un certain nombre d'accords économiques et commerciaux qui ont été fixés dès les indépendances et qui ont du mal à bouger plus loin de l'OTAN. Vous avez le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, qui possède le plus important réseau diplomatique et qui joue aussi de l'importance des anciennes colonies en termes de poids pour peser au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui explique que toutes les questions africaines aux Nations Unies sont portées par la France, sans tenir compte de la position des pays africains. Donc là, on est dans une situation de préemption de la souveraineté directe des États africains, puisque c'est la France qui est considérée comme la puissance africaine du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Agence française de développement, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, les ONG également, le réseau d'ONG françaises en Afrique et dans les anciennes colonies plus particulièrement est extrêmement dense et s'inspire également de ce qui se fait en Haïti, qui est encore une fois le laboratoire donc, de cette politique de domination néocoloniale. Et enfin, un autre élément, la francophonie, et surtout dans cette francophonie le précaré scientifique. Parce qu'on sait qu'il y a une France-Afrique militaire liée aux interventions de la France, une France-Afrique monétaire liée à la question du franc CFA, une France-Afrique politique, et on oublie un peu souvent qu'il existe aussi une France-Afrique scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intellectuels dans le paysage académique français qui sont cooptés, qui sont encouragés pour produire un certain nombre de concepts qui sont ensuite utilisés dans la diplomatie et dans les relations de la France avec ses anciennes colonies. Et souvent, ces personnalités sont promues à des niveaux relativement importants qui leur permettent ensuite d'être en position de former des étudiants africains et donc de construire ce lien d'allégeance, ce lien de filiation qui fait qu'aujourd'hui, les batailles décoloniales doivent être nécessairement des batailles scientifiques et des batailles intellectuelles. Derrière ce partenariat francophonie précaré scientifique, c'est également toute la question des bourses, des opportunités universitaires et également bien évidemment de l'édition qui est un secteur stratégique. Les architectes se déploient sur plusieurs terrains. Donc sur la gauche, vous avez le terrain économique sur lequel je reviendrai un peu plus tard, donc le franc CFA, les accords de partenariat économique, les accords Caraïbes-Pacifique Union européenne, l'OADA, qui est l'organisation de l'harmonisation du droit des affaires, et aussi ce qu'on appelle les pèlerins constitutionnels. Alors qu'est-ce que les pèlerins constitutionnels? Ce sont des professeurs de droit qui sont parfois très bien vus ici en France, qui pour certains ont été recrutés au moment des indépendances pour produire des constitutions fantoches pour les États africains. Et ce sont eux qui sont régulièrement consultés par les présidents africains ou par leurs conseillers dès qu'il s'agit en fait de parler de ce qu'on entend souvent les modifications de constitution. Par conséquent, il y a une complicité scientifique, une complicité morale et intellectuelle de la part d'une certaine partie de la classe intellectuelle française avec ces régimes-là. Enfin, le dernier point, donc la branche colorée sur laquelle je reviendrai également. De l'autre côté, c'est la partie opérationnelle. Vous avez donc les accords de défense. Vous avez RECAMP. RECAMP, c'est un projet en fait pour former les armées africaines dans toute la région du Sahel. Donc, ce sont des partenariats qui se font entre l'armée française et les armées nationales pour les former. Alors, les former à quoi, on ne sait pas exactement.
Barkhane, donc les bases militaires françaises qui se fédèrent et se coalisent, en sachant qu'il y en a un certain nombre sur le continent africain. Atalante, qui est la base navale, en jonction avec les projets de l'Union européenne, qui travaille notamment au niveau de la Somalie sur les questions de piraterie et sur des questions plus stratégiques que j'évoquerai par la suite. Le mercenariat, l'histoire de la France-Afrique, c'est une longue histoire de coups d'État que je n'ai pas le temps de résumer aujourd'hui parce qu'il me faudrait toute une semaine. Des coups d'État, des tentatives de coups d'État constants, des déstabilisations, des assassinats, qui sont souvent l'œuvre de groupes mercenaires, soit français, soit recrutés localement. Le rôle de l'OTAN également, sur lequel je dirais quelques mots, et enfin la branche d'assaut, puisqu'il faut vendre des armes. Que la France est l'un des premiers, si ce n'est le premier vendeur d'armes sur le continent africain aujourd'hui. Donc voilà à quoi travaillent les architectes, et une fois que le travail est bien ficelé, eh bien, les architectes font appel aux exécutants lors de différentes rencontres, notamment les fameux sommets France-Afrique que Paris a voulu inverser en disant maintenant les sommets Afrique-France, parce que ça enlève le jeu de mots France-Afrique, France-Afrique. Et lors de ces sommets, donc les différents régimes africains inféodés à Paris mettent en place un certain nombre d'actions, font l'objet d'un certain nombre de tractations. Alors certaines vont à leur corps défendant, c'est notamment donc, le cas des différentes déstabilisations qui sont nourries déjà de ces cercles-là. On sait quels sont les présidents indésirables, quels sont les régimes indésirables. C'est le cas de Thomas Sankara lorsqu'il annonce qu'il n'ira plus au sommet France-Afrique en 1984. C'est une erreur stratégique puisqu'il refuse en fait d'aller aux endroits où son assassinat se prépare. Et s'il y avait été son assassinat, se serait préparé dans un autre endroit où alors il aurait été fini par être coopté. Donc ce sont des lieux qui sont très particuliers. Et ce sont également des lieux où se met en place toute une machine qui permet en fait à une soupape de sécurité de maintenir le continent africain dans ce système de domination et de dépendance. C'est le jeu qui se fait sur les classes politiques africaines, les oppositions et les sociétés civiles. Dans le cadre de cette architecture de la France-Afrique, la France a de moins en moins les moyens de tenir les choses par la méthode dure. Il est de plus en plus encline à travailler par la méthode douce, en travaillant notamment sur les ONG. Et c'est pour cela que je pense qu'il est très important pour tous ceux qui sont dans des milieux associatifs de comprendre que l'associatif est nécessairement et fondamentalement politique. La France-Afrique travaille sur des réseaux associatifs qui permettent d'aboutir à des situations politiques qui vont dans le sens de ses intérêts. Donc tout ce qui est associatif ne peut être neutre concernant un certain nombre d'enjeux. Des sociétés civiles desquelles on va créer des ONG qui vont être cooptées pour servir d'écran entre les populations et les gouvernements. Ce qui fait que de plus en plus de discussions ne se font plus avec le peuple, mais avec juste les représentants de la société civile qui conçoivent absolument aucune légitimité démocratique. Et comme le discours néolibéral qui vient du Nord donne une légitimité démocratique à cette société civile et ces ONG, eh bien des régimes dictatoriaux s'en servent pour expliquer que les décisions prises avec la société civile sont tout à fait démocratiques. Or, ce sont souvent des ONG qui ont été conçues de briques et de broc pour servir les intérêts du statu quo ou de la recolonisation du continent africain. Ici, vous avez, je reviens plus en détail sur quelques éléments. La problématique monétaire, parce qu'elle est d'actualité, mais c'est une problématique sur laquelle on se bat depuis plusieurs décennies, la question du franc CFA. C'est en train de revenir, de venir ou d'arriver un peu dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire beaucoup autour de la question du franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie, enfin, ce n'est même pas une monnaie, c'est un système qui permet à la France, en échange, de fabriquer donc, des billets et des pièces à Chamadière, dans la région de Clermont-Ferrand, et de les injecter sur le continent africain en tant que masse monétaire. En échange de cela, les pays africains qui utilisent le franc CFA sont invités, obligés de mettre entre 65 et 50% de leurs devises, de leurs avoirs, de leurs recettes extérieures sur le solde, sur le compte du Trésor français, sur un compte d'opération qui est bloqué. C'est-à-dire que les États africains ont une économie qui leur apporte des devises et lorsqu'ils font le bilan budgétaire, eh bien, il y a au minimum 50%, mais officiellement plutôt 80-90% de ces rentrées d'argent qui sont envoyées sur un compte bloqué qui est contrôlé par le Trésor français. Et en échange donc, de cette monnaie qui
dort dans les caisses de l'État français, enfin qui dort officiellement mais qui est réutilisé par la France, eh bien la France produit une monnaie qui n'a aucune valeur à l'échelle internationale, qui n'est cotée nulle part, qui ne permet pas aux États africains de commercer en dehors des liens avec la France sans passer par une autre monnaie que le franc CFA, qui permet donc à cet État d'avoir cette monnaie en circulation. Donc on est vraiment dans un jeu de vue, sachant que c'est une monnaie qui facilite l'évasion fiscale. C'est une monnaie qui facilite également les circuits de prédation, puisqu'il y a en fait deux comptes d'écriture. Il y a un compte d'écriture au niveau des banques africaines et un autre au niveau du Trésor français. Et on constate qu'il y a de la déperdition énorme, des montants énormes qui disparaissent, probablement dans des activités occultes. On peut penser au financement de partis politiques, on peut penser au financement de mercenaires et de guerres, on peut penser également à de l'enrichissement personnel. Donc cette question du franc CFA, elle est de plus en plus posée comme symbole justement de ces liens désuets entre les anciennes colonies et Paris. Le deuxième point qui est également de plus en plus évoqué, c'est la question donc, du braquage commercial. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, la France a imposé à ces anciennes colonies des droits de privilège pour acheter un certain nombre de matières premières et le don de ces droits de privilège était lié à l'émission du franc CFA. Par conséquent, le franc CFA, c'est une fiction monétaire qui permet à la France de se servir directement dans les ressources de ces pays africains, de prendre l'uranium du Niger, de prendre le pétrole et le bois du Gabon, de prendre le cacao de Côte d'Ivoire, sans avoir finalement à payer ces produits au véritable prix du marché. Donc on a un système qui est structurellement dépendantiste, qui est structurellement capitaliste et néocolonial, qui empêche nécessairement ces États africains d'avoir réellement leur souveraineté. Donc il y a beaucoup de débats actuels autour de cette question qui, à mon sens, mériterait, je pense, davantage de perspectives historiques, mais que je n'ai pas forcément le temps de développer ici. Un troisième point, c'est le maintien du droit colonial dérogatoire, c'est-à-dire que le droit qui est utilisé dans ces territoires-là, c'est le droit français. Et c'est dans ce cadre-là qu'au début des années 90, dans un cadre de néolibéralisation, on a décrit l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique pour permettre aux multinationales françaises et aux entreprises françaises de s'installer en Afrique, dans les anciennes colonies notamment, et de pouvoir bénéficier des mêmes facilités juridiques qu'elles ont à Paris. Plaider la défense des intérêts des multinationales devant le barreau d'Abidjan, devant le barreau de Cotonou, etc. Ça, c'était un projet qui, il y a des avancées au niveau de ce projet, mais qui a été mis en échec, il y a 1 ou 2 ans, par deux barreaux, le barreau de Cotonou et le barreau d'Abidjan. Et ce projet était, je pense qu'il faut quand même le dire, insidieusement porté par Christiane Taubira. Donc ça montre aussi la nécessité, je pense, de bien concevoir quels sont les intérêts des uns et des autres. Ce projet aurait abouti à la mort des quelques éléments qui permettent aux Africains de se tourner vers des juridictions pour tenter éventuellement d'attaquer les multinationales françaises qui pillent impunément leur territoire. Donc la question de la justice, la question du droit, je pense que le droit aujourd'hui il est à décolonialiser de manière la plus radicale possible. Et ça, c'est tout un travail qui renvoie encore une fois à la bataille scientifique que j'évoquais concernant les pèlerins constitutionnels. On a besoin de repenser le droit africain, on a besoin de repenser les juridictions africaines. Or, on est dans un cadre où tout étudiant africain de ces pays-là qui veut faire du droit doit commencer par apprendre le droit français, le droit de Paris, etc. Ensuite, un autre point, c'est l'Empire Bolloré, dont vous avez peut-être entendu parler via les histoires de Canal+, le Petit Journal, etc. Ben nous, dans nos pays, du Bolloré, on en mange depuis très longtemps. On mange depuis très longtemps. Et je vais vous dire que c'est très compliqué, parce que c'est une véritable mafia, c'est un véritable système qui s'accapare tout ce qui peut s'accaparer, et qui en fait est en train de recoloniser réellement le continent africain. L'un des projets de Bolloré, notamment, c'est la fameuse Blue Line, c'est une ligne de chemin de fer qui partirait d'Abidjan et qui finirait au Togo, à Lomé, et qui passerait donc par le Burkina Faso et par le Niger. Donc une ligne de chemin de fer pour faciliter tout simplement le pillage de toutes les ressources qui sont le long de cette ligne, et qui reprend en fait une ligne de chemin de fer qui avait été construite par la France au moment de la colonisation, dans les années 1910-1920, d'une part pour diviser les populations de part et d'autre de cette ligne, et d'autre part pour justement
siphonner toutes les richesses qui étaient présentes sur cette ligne, y compris les richesses humaines, notamment les travailleurs de la Haute-Volta qui, par cette ligne de chemin de fer, étaient ramenés comme force de travail au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est le poumon économique de la France-Afrique, et qui ont donc participé à la construction du capital ivoirien et finalement du capital franco-ivoirien. Donc il y a des niveaux, si vous voulez, de domination qui font que Bolloré est en train de construire quelque chose qui lui permet d'être présent à toutes les étapes de production et de pillage des ressources. Et l'étape stratégique, ce sont les ports africains. Les installations portuaires sont un enjeu stratégique puisque l'économie du continent africain est une économie extravertie qui se construit sur des exportations, mais également des importations avec l'idée de faire du continent africain un continent uniquement de consommateurs ou de travailleurs. Et la stratégie de Bolloré est de décider chacun des ports possibles et d'y installer ses services à tous les niveaux, aussi bien au niveau donc, des conteneurs qu'au niveau donc, des différentes sociétés d'approvisionnement. Donc ce sont de véritables mini-empires qui se construisent dans ces pays-là, et ce sont des empires qui bénéficient de la complicité des dirigeants politiques, donc notamment de l'Élysée, qui soutient très clairement l'action de ces multinationales dans ces pays-là. Et très récemment, donc, il y avait eu, très récemment, il y a 3-4 ans, il y avait eu un rapport, le rapport Zinsou-Védrine, du nom de Lionel Zinsou et de Hubert Védrine, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, et Lionel Zinsou, un homme politique et un financier franco-béninois. Et dans ce rapport-là, c'est à partir de ce rapport-là qu'a commencé à se construire le discours qui explique que l'Afrique est l'avenir de la France, que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Donc un discours de recolonisation, un discours de prédation qui est lancé dans un contexte où la France est de plus en plus bousculée dans son précaré par les Chinois, par les Indiens, par les Brésiliens et aussi par les Américains d'un point de vue stratégique et militaire. Donc ce rapport a abouti à la création d'une fondation, la Fondation Africa France, et la Fondation Africa France, en fait, elle centralise un petit peu tout cet élément, enfin toute cette architecture. C'est une manière de simplifier la France-Afrique et de lui donner un aspect beaucoup plus direct et beaucoup plus exécutif. C'est un vaste conglomérat de personnes intéressées dans le système de prédation du continent africain. Un point que j'ai également oublié de préciser sur le franc CFA, qui est également assez important. En fait, il y a deux zones de CFA. Il y a une zone pour l'Afrique de l'Ouest et une zone pour l'Afrique centrale. C'est-à-dire que c'est la même monnaie, mais elle a la même valeur, mais elle n'est pas valable dans l'une des deux zones. Par exemple, lorsqu'on a du franc CFA d'Abidjan, ça vaut exactement la même chose que du franc CFA de Brazzaville, sauf que le franc CFA d'Abidjan n'est pas accepté à Brazzaville. Lorsqu'il est accepté, il faut faire du change. Donc, il faut changer une monnaie pour la même monnaie. Donc, tout ça, en fait, participe, encore une fois, à des systèmes qui sont totalement absurdes et qui sont contraires à la capacité de développement donc, des États et des économies africaines. Donc, en dessous, donc, vous avez le schéma de ce système monétaire. Ce qu'il faut voir, c'est que plus les systèmes, en fait, sont touffus, confus et variés, enfin, dans le sens des attributions, plus cela renvoie en fait à la nécessité de penser réellement la libération juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un pays africain signe un accord, par exemple, avec la Banque mondiale, un accord dont les normes sont construites par le ministère de l'économie français, dans cet accord qui est signé avec la Banque mondiale, il y a des clauses qui vont par exemple spécifier, c'est-à-dire des clauses qui n'ont rien à voir. Vous signez un accord pour avoir de l'argent pour construire une usine dans votre pays, un pays africain, et pour avoir l'argent pour construire une usine, il y a des clauses qui vont vous expliquer que vous n'avez le droit d'acheter des livres que chez tel ou tel éditeur. Donc en fait, vous avez des clauses qui vont spécifier que vous devez traiter vos affaires avec tel ou tel opérateur téléphonique, Orange, pour ne pas le citer. Quel que soit le contrat que vous signez, dans les différents contrats que vous signez, il y a des clauses qui vous engagent sur d'autres éléments. C'est pour cela que pour sortir de la France-Afrique, il est impossible d'en sortir par petits. Il faut une sortie totale, une rupture totale. Parce que tout est enchevêtré par des mécanismes juridiques qui ont été conçus depuis les indépendances et qui ont été au fur et à mesure sophistiqués, ce qui fait que dans les différentes instances que vous voyez ici,
on a des instances où, par exemple, les questions africaines sont débattues, mais les Africains n'ont qu'une voix consultative. Et les Français ont, par exemple, un droit de veto. Ça va être le cas dans les conseils d'administration des banques centrales africaines. Donc on a un certain nombre d'aberrations qui relèvent du droit, qui relèvent de la question politique, puisque dans la quasi-totalité des palais présidentiels africains, vous avez des conseillers très proches, qui sont des conseillers français. On a des conseillers militaires français qui conseillent des présidents africains aujourd'hui. Voilà, des conseillers français, blancs, vraiment français, voilà, de manière assez surprenante. L'un des premiers ministres des Finances, par exemple, en Côte d'Ivoire, est un Français. Bref, on a un certain nombre de choix qui montrent que la politique de ces pays est totalement prise en main depuis Paris et que d'un point de vue symbolique, il sera très difficile d'en sortir par petits coups. Que la seule possibilité d'en sortir, c'est d'aller vers une rupture totale. Alors, ici, je retrace quelques éléments, quelques pays, pour souligner un point, c'est-à-dire qu'il y a une distribution et une division du travail france-africain. Chaque pays africain a d'une certaine manière ses spécificités historiques, politiques, sociales, économiques et culturelles, ce qui fait qu'il y a une division, chacun a son rôle à jouer dans ce mécanisme. Par exemple, on a le Sénégal et le Bénin, qui sont deux pays qui ont cette tradition de quartier latin, qui du point de vue du système de la France-Afrique sont souvent présentés comme des vitrines culturelles, des vitrines politiques. Ça va être le cas du Sénégal, l'exemple démocratique, des alternances, des élections, des présidents qui n'ont jamais fait de coup d'État, etc. Bref, une vitrine politique de la France-Afrique, plus la plus ancienne colonie française où il y avait les 4 communes. En plus, c'est magnifique puisque du temps des 4 communes, on pouvait être musulmans et citoyens français parce que l'islam sénégalais, c'est encore autre chose que l'islam des autres, etc. Bref, il y a tout un mécanisme, un ensemble de constructions sciemment pensées depuis très longtemps, qui sont réutilisées pour donner de la légitimité à un certain régime, à un certain nombre de régimes dans ce cadre France-africain. Le cas du Bénin aussi, c'est le pays qui a réussi sa conférence nationale des forces vives, qui a réussi la transition au multipartisme, à la démocratie dans les années 90, qui organise des élections régulièrement, où il y a des alternances, etc., etc. Mais le cas du Bénin était un peu particulier, puisque très récemment, il y a eu une élection présidentielle où Lionel Zinsou s'était porté candidat. Il avait déjà été nommé Premier ministre du Bénin. Ça avait semblé un peu téléguidé depuis Paris, c'était totalement téléguidé depuis Paris. Et il s'est retrouvé à concourir pour l'élection présidentielle au Bénin. Et le cas de Lionel Zinsou est assez symbolique, puisque c'est la première fois que Paris envoie un homme politique et un financier qui est davantage connu dans la sphère des milieux financiers français que dans la sphère d'un pays africain. Donc c'est Paris qui envoie réellement un poids lourd du milieu financier, du milieu politico-financier pour tenter de conquérir la présidence d'un pays africain. Donc ça montre aussi la manière dont Paris tente un certain nombre de coups de poker, fait jouer aussi à des individus des coups de poker un peu à leur insu. La Côte d'Ivoire et le Gabon. La Côte d'Ivoire parce que c'est le pôle économique de la France-Afrique, c'est là où les investissements français sont les plus importants, à tel point que le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est nécessairement un Ivoirien. Il y a vraiment une prégnance de la présence française en Côte d'Ivoire qui est liée tout simplement à la particularité du régime qu'avait mis en place Félix Houphouët-Boigny au moment de l'indépendance. Donc un régime en fait qui voulait... il faut savoir que la Côte d'Ivoire et le Gabon sont deux pays qui voulaient le statut de département français. C'est-à-dire que c'était deux pays dont les dirigeants ne voulaient pas de l'indépendance, ils voulaient accéder au statut des départements français. Sauf que la France leur a donné l'indépendance un peu à leur insu. Et par conséquent, cette classe politique va passer son temps à se rapprocher constamment de Paris. Et il y a cette citation de Félix Houphouët-Boigny où il expliquait qu'il attendait la France avec son bouquet de fleurs devant l'église, mais la mariée n'est jamais venue et qu'il s'est retrouvé seul avec son bouquet de fleurs. Et à partir de là, va se mettre en place dans ces deux pays des politiques qui font que toute la question militaire va être confiée à la France. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire et le Gabon vont mettre réellement leur souveraineté sous le contrôle de la France et vont uniquement se concentrer sur la question économique et monétaire en lien avec les intérêts français. Ce qui explique vraiment la spécificité d'Abidjan et de Libreville et l'axe qui s'est construit entre ces deux villes, qui est un axe vraiment très dense et très important, y compris du point de vue des allégeances entre les différents régimes. Alors, le Gabon, aujourd'hui, a des élections.
entre deux candidats. L'un est Ali Bongo, c'est le fils de Omar Bongo qui avait déjà dirigé le Gabon de 1967 à 2009, qui donc se représente pour encore gérer ce pays face à Jean Ping, qui lui avait été donc, le ministre des Affaires étrangères d'Omar Bongo, donc qui appartient également à ce système-là. Donc même dans les élections dans ces pays-là, on est confronté tout simplement à des luttes de classe à l'intérieur finalement de la même famille contradictoire. Et c'est très important de le souligner. Les seuls moments où les choses dégénèrent, c'est dans le cas contraire, celui de la Côte d'Ivoire, où il y a eu l'affrontement entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Deux figures qui ont, dans les années 90, été toutes les deux mises de côté pour différentes raisons. Alassane Ouattara par rapport à la question de l'ivoirité, des origines, etc. Mais quand on parle d'identité, d'ethnisme, etc., ce ne sont pas des identités en tant que telles qui posent problème, ce sont des motifs politiques qui sont derrière. C'est-à-dire qu'on met en place une loi par rapport à un dirigeant politique, et peu importe si cette loi touche des personnes qui n'ont rien à voir avec cette loi. L'ivoirité va être développée donc à cette époque-là par Henri Konan-Bédier, qui avait succédé à Félix Houphouët-Boigny au moment de la mort de Félix Houphouët-Boigny. Et Gbagbo va être l'un des adversaires de tous ces, aussi bien du régime de Félix Houphouët-Boigny que du concept d'ivoirité d'Henri Konan-Bédier, et donc va militer pour que Ouattara puisse également se présenter aux élections présidentielles. Alors après, il y aura toute une histoire sur laquelle je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais dans toutes les négociations qui auront lieu au cours des années 2000, la France va clairement jouer un rôle majeur de prendre très clairement parti du côté d'Alassane Ouattara, qui est un ami personnel de Nicolas Sarkozy, pour que Laurent Gbagbo parte. Non pas que Laurent Gbagbo était moins favorable aux intérêts français, mais disons que Ouattara permettait aux intérêts français de se refaire une santé sur le sol ivoirien en un temps très court, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans ce pays. Donc il y a des enjeux à la fois de personnalité, à la fois d'allégeance, puisque Laurent Gbagbo invoquait dans son appartenance à l'international socialiste, ce qui a amené une partie de l'opposition des militants ivoiriens à dire que pour que cela change à Abidjan, il faut voter François Hollande parce que François Hollande est socialiste, donc il va soutenir Laurent Gbagbo. Bref, il y a ces mécanismes-là qui sont totalement inopérants dans le contexte de la France-Afrique, puisque c'est un contexte où aussi bien la classe politique au pouvoir que l'opposition sont mouillés et baignent dans la même marmite. Le Niger et le Congo-Brazzaville, qui sont des pays avec des ressources stratégiques très importantes, l'uranium, le pétrole, le bois. Là aussi, on a des régimes ultra-nord, le régime de Denis Sassou Nguesso, qui est là depuis un certain nombre d'années, le Burkina Faso et le Tchad, sont deux pays qui ont souvent servi de bras armés de la France. Les soldats d'Idriss Déby, Blaise Compaoré également. Donc, on sait dans quelles circonstances il est arrivé au pouvoir, en organisant l'assassinat de Thomas Sankara avec le soutien de la France. Le Cameroun et le Togo, qui sont deux pays un peu des ovnis dans ce paysage-là, puisque ni le Cameroun ni le Togo n'ont été des colonies françaises. Ils ont été des mandats qui ont été ensuite usurpés par la France. Notez si bien que dans ces deux pays, on a réellement un néocolonialisme qui est réellement structurel et mafieux. Ce sont vraiment deux pays aussi dans cette longévité, c'est-à-dire que dans le cas du Togo, on a principalement eu que la dynastie Eyadema au pouvoir depuis 50 ans, et dans le cas donc, du Cameroun, on a eu un président, Amadou Ahidjo, qui a été installé par la France, soutenu par la France, et qui ensuite a fait l'objet de renversement d'alliance et qui a été remplacé par Paul Biya, qui doit être au pouvoir depuis près de 35 ans. Donc on a des régimes qui sont vieillissants, qui sont gérocratiques, qui se maintiennent dans bien des cas avec le soutien militaire de la France et qui participent donc de relations totalement datées avec la métropole. Le Mali et la Centrafrique, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, et enfin un point qui me semble très important, c'est la question de l'océan Indien et des territoires arctiques. Dans cette région, on parle très peu, notamment Madagascar. Madagascar, c'est la quatrième plus grande île du monde. C'est l'endroit le plus stratégique, je pense, aujourd'hui, du monde en termes d'espace maritime. Et je pense très sincèrement que si une révolution doit arriver dans les années qui viennent, elle arrivera à Madagascar ou elle n'arrivera pas. Parce que la situation de cette île est extrêmement difficile et elle dispose de tous les symptômes, je pense, de crise révolutionnaire potentiellement sans doute. Madagascar est entouré
parce qu'on appelle les îles éparses, c'est-à-dire qu'au moment de l'indépendance, Madagascar n'a pas pensé à revendiquer tous les petits îlots qui étaient autour de lui, que la France s'est approprié. Ce qui fait que Madagascar est entouré par des îlots qui sont des bases militaires, des îlots stratégiques français qui permettent à la France de contrôler le canal du Mozambique et d'isoler Madagascar et de confiner Madagascar. C'est en lien avec d'autres bases militaires dans la région, des bases militaires américaines notamment. La question également de Comores et Maurice, qui renvoie donc à la problématique de Mayotte et de la Réunion, puisque Mayotte et la Réunion restent dans la logique panafricaniste qui est la mienne des territoires à décoloniser. Et on a bien vu l'actualité récente concernant Mayotte, qui pose un certain nombre de questions et qui renvoie encore une fois aux intérêts militaires stratégiques de la France dans l'océan Indien. Et enfin la question de Djibouti, qui est aussi un ancien territoire de la France, qui est devenu en fait une base militaire internationale au niveau de la Corne de l'Afrique et qui permet donc de contrôler également le circuit des supertankers pétroliers sur lesquels repose l'économie mondiale aujourd'hui. Donc la question de Madagascar, la question de l'océan Indien, je crois qu'elle est très importante, on a tendance à l'oublier, et du point de vue de la France, on pourrait même aller plus loin sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Du point de vue de la France, je pense que ce sont des points sur lesquels on devrait militer davantage, sur lesquels on devrait souligner l'impact actuel et réel, et je pense aussi que ce sont des points sur lesquels on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Enfin, en dehors de ces espaces qui renvoient France-Afrique ostentatoire, le cadre des pays continentaux, dont les dirigeants viennent chaque semaine à l'Élysée, ou France-Afrique plus discrète dans le cadre de l'océan Indien, de pays comme le Cameroun et le Togo, on a des nouveaux marchés que la France vise. Parmi ces marchés, il y a l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya et le Tchad. Donc on voit donc cette nécessité de la part de la France, d'une part de consolider son précaré par rapport aux menaces d'autres acteurs, notamment la Chine, et en même temps une volonté de jouer sur ce qui est en réalité l'Afrique ultime. C'est-à-dire que dans la conception mondiale, les pays, les anciennes colonies francophones d'Afrique sont des territoires inutiles. Les véritables richesses stratégiques, elles sont en Afrique du Sud, en Angola, en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria, bien évidemment au Congo dont j'ai parlé ce matin. Ce qui fait que du coup, l'intérêt, ce que la France est en train de reconfigurer, c'est d'utiliser ces anciennes colonies comme des bases pour intervenir sur d'autres terrains qui l'intéressent davantage. Et c'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui derrière l'affaire de Boko Haram. On cherche d'une certaine manière à s'implanter dans cette région pour faire en sorte d'obtenir davantage de parts de marché au niveau du Nigeria, en passant par les pays qui entourent le Nigeria, qui sont tous des anciennes colonies françaises. L'Afrique du Sud, c'est également pareil, depuis notamment que la question des accords de partenariat économique s'est gérée différemment avec ce pays-là, l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya et donc le Nigeria. Alors, deux pays qui me semblent très importants parce que ce sont deux pays dans lesquels la France est partie en guerre dans les années toutes récentes et dans lesquels la France est encore en guerre. Le Mali et la Centrafrique, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais ce qu'il faut savoir sur le Mali, c'est que la France a toujours une dent par rapport à la question de la guerre d'Algérie. La perte du Sahara français, le rêve du Grand Sahara français, du point de vue des stratèges militaires, c'est quelque chose qui leur est resté dans la gorge. Ils ont toujours l'intention de faire de cette zone une zone de contrôle. Par conséquent, dès la période des indépendances, il y avait cette idée de créer une organisation commune de la région du Sahara, un truc autonome dans le nord du Mali et éventuellement le sud de l'Algérie, qui correspond aujourd'hui au fameux territoire de l'Azawad, qui est revendiqué par des rebelles venus de Libye, un peu d'Algérie, un peu du Mali, un peu de Mauritanie et un tout petit peu aussi du Maroc, il faut dire, qui joue un rôle très important dans cette diplomatie france-africaine. Donc, ce rêve de l'organisation commune tombe à l'eau, le Mali prend son indépendance, l'Algérie sort victorieuse de sa guerre d'indépendance, et constamment dans les années 60, 70, 80, la France va participer en concurrence avec la Libye de Kadhafi au financement de diverses rébellions touaregs dans cette région pour déstabiliser les régimes, pour préserver ses intérêts, notamment les mines d'or et les mines d'uranium. Et au bout d'un moment, je fais vraiment l'histoire en accéléré, au bout d'un moment, les intérêts franco-libyens, la concurrence franco-libyenne va prendre une autre tournure, au moment où Nicolas Sarkozy va décider donc de lancer la guerre de Libye. La guerre de Libye, elle est stratégiquement très importante,
parce qu'à cette époque-là, la Libye avait en fait différents projets de développement à l'égard du continent africain et nourrissait un certain nombre d'ambitions géopolitiques dans la diplomatie du Sud, en connexion avec le Venezuela de Chavez, avec l'Iran d'Ahmadinejad, avec tous ces régimes-là qui voulaient créer d'autres structures, notamment pour sortir du cadre onusien, donc créer une nouvelle Banque mondiale du Sud, créer une nouvelle organisation internationale qui défendrait davantage les droits de l'auto-détermination des peuples, etc. Et puis surtout, il y avait d'énormes enjeux économiques et financiers à ce moment-là, derrière la capacité de la Libye à soulever un certain nombre de flux et à utiliser ces fonds pour construire un certain nombre d'infrastructures sur le continent africain. Donc cette guerre de Libye va avoir un certain nombre de conséquences, dont le renforcement de la rébellion de Mali et donc la chute de l'État malien, donc avec le coup d'État contre le président ATT, Amadou Toumani Touré. Coup d'État qui sera organisé par un militaire qui avait été formé aux États-Unis. Donc dans toute cette région du Sahel, Mauritanie, Sénégal, Normandie, etc., il y a des opérations militaires qui lient un certain nombre d'armées occidentales avec des groupes militaires venus de différents pays africains. Ce sont des opérations flintlock. On forme en fait des forces africaines, mais on ne sait absolument pas à quoi elles se forment. C'est-à-dire qu'au moment où il faut sortir de l'exercice, au moment de passer à l'action, on ne voit personne. Donc on constate très souvent que ce sont des forces de déstabilisation qui, dans bien des cas, sont formées lors de ces entraînements et de ces regroupements. Des forces de déstabilisation qui font pression sur un certain nombre de régimes. Donc l'écoulement du Mali, qui va être consécutif à la guerre de Libye, est un fait également très important pour la construction du discours france-africain, puisque le Mali faisait partie de ces pays qui étaient présentés comme des modèles justement de la coopération entre la France et l'une de ses anciennes colonies. La chute de l'État malien, très rapide, a montré qu'en fait on avait un État qui était mafieux, un État qui était à un niveau de dégénérescence très avancé, à un État qui était incapable de subvenir aux besoins élémentaires des populations, alors que le Mali est considéré comme la capitale des ONG françaises. Donc ça renvoie aussi, ça pose également un certain nombre de questions sur le rôle des ONG françaises qui interviennent sur ce type de terrain. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de discussions politiques. On va de plus en plus vers une sécession potentielle du Mali en deux parties, avec un ordre qui prendrait d'une certaine manière son autonomie puis son indépendance, un peu sur le modèle du Soudan du Sud. Donc tous ces travaux, en fait, d'émiettement du continent africain, de balkanisation, ils rentrent très clairement dans le projet initial qui avait été celui de la France-Afrique au moment de donner l'indépendance. C'est-à-dire faire éclater les blocs fédéraux et mettre en place des États qui seront absolument non viables, dont les frontières seront peut-être très importantes, mais feront en sorte de couper les liens entre un certain nombre de populations, étant donné que dans cet espace sahélo-saharien, la question économique est liée à la question écologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'économie de ces pays sans poser la question de l'écologie de ces pays. Et très souvent, les problématiques de transhumance font que les saisons sont coupées par des questions frontalières ou par des conflits armés frontaliers. Ce qui crée des situations humanitaires catastrophiques et ce qui favorise du coup l'arrivée sur le terrain d'un certain nombre d'ONG humanitaires. Enfin, dites humanitaires. Le cas de la Centrafrique également est très important, puisque là on a le territoire où la France est le plus souvent intervenue dans l'une de ses anciennes colonies pour sauver des régimes. On peut penser au cas du Bokassa, l'affaire des diamants, etc. Et c'est également un pays où le conflit que l'on a vu récemment entre les différentes milices chrétiennes, milices musulmanes, de manière assez classique par les médias français, est très important à comprendre, puisque la frontière ethno-religieuse qui est en train de se construire au niveau de la Centrafrique masque en fait la frontière entre le territoire utile et le territoire inutile de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'on voit que les zones de front sur ces terrains-là, donc la ligne verte, là, en fait, correspondent à des répartitions de richesses, et c'est le long de ces répartitions de richesses qu'on est en train de construire la répartition des populations. Donc on masque la frontière des richesses par des frontières ethno-religieuses. D'autre part, je pense que c'est aussi intéressant de voir que tout le discours qui se fait sur l'islam, sur un certain nombre de bouddhisme, de terrorisme, etc., que l'on voit poindre aujourd'hui en France, il
il est très largement construit déjà sur les terrains, sur des laboratoires, notamment des laboratoires africains. L'islamophobie, elle est construite dans les médias dominants français, elle est construite déjà sur le territoire africain. Donc il y a aussi une nécessité de se poser à la racine des mécanismes de construction de ces discours, des mécanismes qui sont des manières de recycler le vieux discours colonial et raciste d'une certaine époque pour comprendre un peu les enjeux. Et enfin, un autre point, c'est la question d'Areva, le géant nucléaire français, qui est présent dans différents pays africains et qui bénéficie en fait d'un certain nombre de conflits créés, inventés, pour masquer un certain nombre de crimes, des crimes très graves, des crimes écologiques qui sont commis par Areva, des négligences dramatiques qui font que la question du nucléaire sur le continent africain se pose de manière très sérieuse. Et la France, sur cette question du nucléaire, elle est, je pense, très particulièrement placée. En tout cas, cette question du nucléaire, je ne vais pas forcément la développer, mais je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit, parce qu'elle renvoie à beaucoup d'enjeux, à beaucoup de graves, et encore une fois, le continent africain, notamment la Centrafrique, est le laboratoire de beaucoup de choses, de beaucoup de crimes, dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, parce que l'actualité est accaparée par des histoires de conflits, qui font certes des morts visibles, mais qui n'en font pas autant que tous les morts invisibles liés aux activités d'Areva au Niger, en Centrafrique ou dans d'autres pays africains. Alors, ce qui m'amène donc à l'un des derniers points, qui est ce que j'appelle la confusion des genres militaro-humanitaires. L'une des mesures de restructuration de la politique africaine de la France aujourd'hui, en tout cas elle a été proposée l'année dernière par Annick Girardin, donc la ministre de la coopération, quelque chose comme ça, c'est d'inclure l'aide militaire dans les montants de l'aide au développement. Donc ça pose un certain nombre de problèmes et ça pose aussi un certain nombre de paradoxes. Parce que inclure l'aide militaire, ça veut dire inclure la vente d'armes dans le contexte de l'aide au développement. On sait déjà que la France a des armes. Et le fait de l'inclure de cette manière-là, c'est légitimer le fait qu'on doit vendre des armes à ces pays. Et en même temps, on sait que la France pousse, plus les pays africains, ces anciennes colonies, achètent des armes, plus la France pousse que ces pays se fassent débloquer des crédits auprès de la Banque mondiale, justement dans ce cadre-là. Donc c'est une approche qui est assez ambiguë, parce qu'elle repose en fait sur un constat. Il y a un rejet croissant de la présence française, notamment la présence militaire française sur le continent africain. Et du coup, la France doit retravailler sa présence militaire en resserrant le lien entre le militaire et l'humanitaire selon une vieille logique coloniale. Il y a également un rapport 2012 du ministère de la Défense français qui soulignait que les sentiments panafricains, les sentiments nationalistes africains pouvaient être une menace et étaient une menace pour les intérêts français. Donc on voit aussi que la guerre, d'un point de vue idéologique, est très présente dans l'esprit de la France et que du coup, ça pose également un certain nombre d'enjeux. La campagne Africom Bobo, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, en fait c'est une campagne internationale pour demander à ce que le commandement militaire américain pour l'Afrique soit démantelé. C'est un commandement militaire qui est en fait basé en Allemagne, qui gère toutes les opérations, notamment dans le cadre de l'OTAN, puisque la France est revenue dans le cadre de l'OTAN, qui gère toutes les opérations militaires sur le continent africain depuis Stuttgart. Donc là, il y a eu un mouvement plus ou moins international qui a été lancé pour demander donc, à l'Allemagne de faire partir de cette base militaire américaine, sauf que la présence de cette base militaire américaine est liée à d'autres accords économiques et stratégiques qui se font sur le lot du continent africain que je ne vais pas pouvoir exposer ici. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la France et les États-Unis n'ont plus du tout aujourd'hui l'autonomie et les moyens réels de leurs ambitions. Donc il y a deux stratégies. Soit on externalise, donc on élargit le cercle des personnes qui vont partager les plateaux, soit tout simplement on forme les armées africaines de telle sorte à ce qu'elles soient elles-mêmes les premières à défendre les intérêts français. Donc cette stratégie, elle passe par des formes de dépendance, par des formes donc, de formation politico-militaire, et également je pense qu'elle s'inscrit aussi dans une actualité sur laquelle il est nécessaire d'être extrêmement prudent et extrêmement vigilant. Il
il y a aujourd'hui sur le continent africain des forces extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui sont en train d'être lancées. Et ce qui se passe sur le continent africain, ce sont toujours des expériences et des laboratoires de ce qui pourrait se passer ailleurs. Donc on a vu les questions d'ajustement structurel, de dette, de crise, etc., la Grèce, le sud de l'Europe, etc. Tout cela, on l'a déjà vécu sur le continent africain. On a une avance dans le cadre en fait, des systèmes de domination et de prédation. Donc, dans la manière dont le continent africain est en train d'être remilitarisé, dans la manière dont la France participe à cette remilitarisation, je pense qu'on doit être très prudent sur d'autres types de guerres qui pourraient advenir dans l'avenir. Enfin, dans le contexte de libération décoloniale et également anti-impérialiste, le fait que l'aide militaire puisse être inclus dans l'aide au développement, ou plutôt que le budget de l'aide militaire soit déduit du budget de l'aide au développement, relance aussi le débat dans les rangs des militants panafricains et anti-impérialistes sur la légitimité de la lutte armée. Puisque à partir du moment où on inscrit l'aide militaire comme étant de l'aide au développement, les jeux sont différents. Ça veut dire que les deux pensées de soutien militaire de manière différente qui n'a été pensé jusqu'à présent. Cela veut dire que l'on peut penser un certain nombre de stratégies qui vont jouer sur le rapport de force et que, d'une certaine manière, on est dans un contexte d'anticipation. La mesure qui a été prise, la volonté de faire passer cette aide militaire sur le budget de l'aide au développement, court-circuite un plan qui se discute dans des milieux fermés, sur les différents moyens que l'on pourrait avoir de renverser le rapport de force. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, mais ce qui est important de savoir, c'est que la question militaire, elle est globale et elle est, je pense, très importante d'avoir à l'esprit, y compris du point de vue de ceux qui sont dans l'associatif. Les milieux associatifs sont de plus en plus utilisés dans les stratégies de construction des discours de domination, qui sont de plus en plus utilisés dans les milieux militaires. Et ce qui est en train de se passer, par exemple, au niveau du bassin de la Tchad avec Boko Haram, le tout nouveau directeur de l'Agence française pour le développement est parti sur le terrain et a expliqué qu'à présent, le développement allait se penser sur le mode des organisations militaires. C'est-à-dire que vous allez prendre exemple sur les militaires, par conséquent, on entre réellement dans une logique de recolonisation. Par rapport à cela, on a des pistes de solutions, mais ce qui est en train de se jouer, c'est une course de vitesse entre la France et les autres puissances qui sont en train de perdre la vitesse, et une jeunesse africaine que l'on cherche à former, que l'on cherche à conscientiser, que l'on cherche à armer idéologiquement, sans esprit de revanche, parce que très souvent le thème de la France-Afrique, il invoque, suscite beaucoup de ressentiments, alors que en fait, il renvoie en fait à des enjeux géostratégiques sur lesquels il faut être froid et comprendre que les intérêts sont un peu plus compliqués que ce que l'on peut voir à l'origine. Donc j'ai été un petit peu long, j'ai parlé pendant un tout petit peu plus d'une heure. Je pense qu'il nous reste une vingtaine, trentaine de minutes pour éventuellement échanger sur les différents éléments, sachant qu'il y a pas mal de points sur lesquels je n'ai pas pu m'appesantir. Il y a des figures qui en elles-mêmes résument cette question de la France-Afrique. Thomas Sankara, il y a des pays qui sont symboles de cette histoire-là, le Burkina Faso. Et là, je vais juste donner une vision globale et donner quelques éléments de réflexion stratégique. Merci.